Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, un témoignage, celui d'un breton en mission humanitaire à Alep en Syrie. Les vacances scolaires démarrent ce mardi soir, un calendrier qui n'est pas sans conséquences, nous verrons cela dans le Morbihan. Et aussi votre chronique quotidienne, l'actualité de la Bretagne en 60 secondes. On retrouve aussi Philippe Prizère. Bonjour Philippe. Bonjour Julie, aujourd'hui on parle du parcours du Tour de France 2017. Eh bien on voit ça dans un instant. Philippe, bienvenue à tous dans cette édition du mardi 18 octobre 2016. Et on démarre avec cette information dévoilée par le site Mer et Marine. Le groupe naval DCNS va lancer une nouvelle frégate baptisée Bellara. S'il y a des commandes, ce navire pourrait donner du travail au chantier de l'Orient. Cette frégate de 4000 tonnes pourrait séduire des marchés internationaux. Un navire qui peut accueillir 145 personnes et rempli de technologies numériques et de systèmes connectés. Il date du mois de juin, mais il montre déjà des fuites. Le plafond du tunnel de Quérino à Vannes passe sous l'eau de la mer et a des problèmes d'étanchéité. Un phénomène normal, selon la mairie de Vannes. Explication avec Sébastien de Mazera, le directeur des services techniques, au micro de Fanny Coconnier. Quand vous mettez en application un béton, il va connaître un phénomène de retrait. Il va se rétracter, ce qui provoque des micro-fissures. Ces micro-fissures laissent perler un peu de suintement. Quand vous avez suintement, le béton a ce pouvoir d'auto-régénération. Donc en fait, l'eau d'infiltration va provoquer au contact du béton un phénomène chimique qui va produire ce qu'on appelle de la calcite. Et cette calcite, progressivement, va résorber justement cette micro-fissure et va la combler. Rien du tout d'alarmant, c'est un phénomène, comme je vous disais, tout à fait classique. Et à noter que l'entreprise Vinci doit intervenir dans les prochaines semaines pour combler les fissures. On passe à présent à un témoignage saisissant, celui de Pierre Lecorf. Ce breton de 27 ans est à Alep en Syrie avec son organisation We Are Super Heroes. Il vit à 200 mètres de la ligne de front et tente de venir en aide aux populations prises au piège de la guerre civile entre bombardements russes et attaques du groupe Al-Nosra. Christophe Boucher a pu le joindre par téléphone, on l'écoute. Ce que je vois tous les jours, c'est des gens qui essayent de vivre, qui essayent de réinventer un peu leur quotidien malgré la guerre, qui beaucoup font semblant de ne pas voir la guerre ou de ne plus la voir. Et ce que je vois aussi au quotidien, c'est des attaques tous les jours. C'est-à-dire que où que j'aille, ce sont des mortiers, ce sont des doshkas, des balles explosives, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des roquettes, des bouteilles de gaz remplies de clous montées en roquettes, des chaudières à eau remplies de clous montées en roquettes. Je vois des bâtiments entiers tomber, des familles entières ensevelies, des gens qui perdent ils ont les jambes, les bras arrachés, des enfants qui sont en morceaux dans les rues. On y insère un petit guide qui permet aux jeunes et aux familles de savoir comment utiliser les trousses, mais aussi de répondre aux besoins sans trousse, puisqu'il y a quand même un grand taux de mortalité du fait de l'incapacité pour les gens de réagir face à une attaque et de stabiliser une victime avant de le mettre dans une voiture pour l'hôpital. C'est-à-dire que les gens se vident de leur sang alors qu'eux, ils n'ont pas été stabilisés, on leur a pas fait un garrot pour bloquer le membre qui a été arraché. Bon, c'est plein de petites choses comme ça qui apportent quand même un maximum de compétences et surtout un petit peu plus de confiance en soi. Retour en Bretagne où les élèves sont en vacances ce mardi pour 15 jours. Le calendrier de l'éducation nationale ne fait pas l'unanimité. Alors quelles sont les conséquences pour les familles et les professionnels du tourisme? Élément de réponse avec Fanny Coconnier dans le Morbihan. Ce calendrier a fait grincer des dents au moment de son annonce, et notamment parmi les professionnels du tourisme. Dans le Morbihan, 5e département français en termes de fréquentation, il s'interroge sur l'impact de ces congés répartis sur 3 semaines. On a 2 week-ends sur ces 3 semaines à cheval, donc on est amené à travailler très correctement sur les week-ends. Maintenant, peut-être que pour les hôtels, effectivement, qui reçoivent de la clientèle familiale à la semaine entière, effectivement, on peut peut-être voir une baisse de fréquentation. La clé pour les professionnels du tourisme, c'est la flexibilité des offres. Proposer des courts séjours, loin de la traditionnelle location du samedi au samedi, permet de séduire le vacancier dans ce calendrier particulier, mais des conséquences sont à attendre du côté d'un autre tourisme. Le tourisme d'affaires, les séminaires, les commerciaux, les VRP qui font des soirées étapes. Le fait de couper les semaines ainsi en deux nous pose un vrai problème parce que vous avez des entreprises qui vont arriver
le jeudi et le vendredi, alors qu'on sera en demi-semaine. Donc tout ça, c'est perdu. Cette semaine-ci, c'est perdu pour moitié de semaine. Et le premier mercredi de novembre, c'est perdu aussi. Donc ça, c'était un vrai problème, alors que ce type d'économie concerne à peu près 66% de notre chiffre d'affaires. Pour les années à venir, les professionnels du secteur espèrent être davantage consultés et pouvoir compter sur un calendrier identique d'une année sur l'autre. Mais dans l'immédiat, ils n'espèrent qu'une chose, que la météo déclenche des envies de séjour breton. Vous rêvez d'acquérir une église? Eh bien, celle de Dinan est à vous à partir de 160 000 €. Il ne vous reste plus que quelques heures pour faire une offre aux enchères sur le site Agora Store. Construite au 19e siècle, l'église de la communauté anglicane, propriété de la mairie, est inutilisée depuis 2008. On écoute Didier Le Chien, le maire de Dinan, au micro de Corentin Ledouger. La ville ne souhaite pas que des bâtiments tombent en déshérence, notamment des bâtiments qui ont marqué l'histoire de la ville. Pour l'instant, nous n'avons pas de propositions concrètes. Il y a des visites, de nombreuses visites, sur des projets complètement différents. Les uns pour y faire un loft, les autres pour y faire un atelier d'artistes, les troisièmes pour en faire à nouveau un lieu de culte. Et on parle cyclisme et Tour de France à présent avec Philippe Prizère. Alors Philippe, la carte du Tour de France 2017 est sortie et il n'y a aucune étape bretonne. Est-ce que c'est une surprise ? Non, Julie, c'est clairement pas une surprise. On se souvient qu'en 2015, le Tour de France était tenu 3 jours en Bretagne, 3 étapes en Bretagne. Cette année, donc en 2016, il y avait aussi une petite incursion en Bretagne, du côté de Fougères notamment. Alors, il faut en laisser un petit peu pour tout le monde. Donc, du coup, le Tour de France 2017 va éviter la région. D'ailleurs, la carte est parlante. Il n'y aura pas de Tour de France 2017 l'année prochaine chez nous. Est-ce qu'on le reverra quand même en 2018 ? On va le revoir forcément. Le Tour de France ne peut pas se passer la Bretagne ne peut pas se passer du Tour de France. Donc forcément, on va bientôt le revoir. Il y a déjà des villes du Finistère qui, on le sait, qui sont candidates. On parle de Carhaix, on parle de Quimper et également le pays de Brest, le pays brestois. On sait déjà que les Ribinous du Trobreléon, que l'on voit ici à l'image, sont candidats pour accueillir une étape du Tour de France. Alors pourquoi pas 2018 ou 2019, mais en tout cas, c'est sûr, il va revenir dans la région. Ça ferait aussi 10 ans pile depuis le grand départ donné de Brest, mais consolons-nous, pas d'étape bretonne, mais des Bretons au départ quand même. Oui, bien sûr, comme tous les ans, on aura plusieurs coureurs bretons au départ. Ils étaient 7 il y a 2 ans, ils étaient 5 cette année. Donc on aura forcément des coureurs bretons au départ du Tour de France 2017. Je pense notamment à Cyril Gauthier, le cost-armoricain, ou à Warren Barguil, que l'on voit ici à l'image. Warren Barguil, 14e de son premier Tour de France il y a 2 ans et qui cette année a terminé 23e. Donc il sera forcément au départ du Tour de France en 2017 à Düsseldorf. Eh bien, votre analyse du Tour de France est à retrouver dans le Télégramme de mercredi. Philippe, merci beaucoup pour ces explications. On parle à présent des maisons à Pont d'Allée, typiques de la ville de Morlaix. À l'occasion des Journées de l'architecture, ce week-end, Frédéric Lorenzon est allé visiter l'une de ces demeures. Le propriétaire souhaite d'ailleurs faire revenir l'un des éléments de la maison qui est aux États-Unis. Reportage. Dans le centre-ville de Morlaix, on trouve plusieurs dizaines de maisons à pans de bois. Certaines à Pont d'Allée, ces escaliers intérieurs uniques, héritage de l'époque où la ville accueillait de riches marchands venus par la mer faire le commerce du lin. Et ici, en l'occurrence, comme ce sont des hôtels d'entreprise où on reçoit des marchands qui vont venir négocier des grandes quantités de lin que l'on met dans leurs bateaux ou qui apportent des matériaux, il y a, comme dans les hôtels modernes, il y a une vision de la circulation verticale qui permet de vérifier qui rentre, qui sort. Cet architecte a fait restaurer cette maison à partir de 2007, une restauration dans le pur respect des techniques de construction du XVe siècle. Elle est composée que de 2 matériaux, c'est du bois et de la terre. Ce sont des maisons qui sont très bien ventilées par les grandes cheminées, qui vont permettre d'évacuer l'humidité, qui vont permettre de réguler l'hygrométrie de l'air. Désormais, l'ambition de Christian Falliou est de faire revenir cette pièce. C'est la photo de la reconstitution de la cour dans le musée des Arts de Saint-Louis. Donc, lorsque le musée a acquis les balustrades et le mât qui étaient ici, vendus par M. Pouliquin en 1927. Si un jour on concentre tous les moyens, on aura une convention d'exposition, de prêt pour exposition permanente des balustrades et du mât, puisque le musée reste propriétaire. Pour mener à bien ce projet, l'architecte a créé l'association 14 Grands Rues pour rassembler les amoureux du patrimoine et également sauvegarder les maisons à pans de bois de Morlaix, aujourd'hui en danger faute d'entretien.
Et le tour de l'actualité en 60 secondes, c'est maintenant et c'est préparé comme toujours par Benjamin Bréon. À Châteaulin, entraînement de tir chez les Cobras, les gendarmes en formation à Tivougerette, une formation que le Télégramme vous propose de suivre pas à pas pendant 8 mois sur son site et sa page Dailymotion. Et attention à ceux qui ne suivent pas, ils sont armés. Le Bel Espoir et le Rara Avis, les 2 bateaux de l'association de feu Le Père Jaouen, sont arrivés ce mardi au port du Légué à Saint-Brieuc. Le Rara Avis, qui doit y subir un carénage complet pendant une semaine, a été mis à sec. Le Bel Espoir restera à quai jusqu'à jeudi, date de son départ vers l'Abervrac, son port d'attache. Pour finir, des images tournées par Jacques Lelay au large de Lannion, pile là où doivent avoir lieu les extractions de sable tant contestées. Langoustes, homards et coraux se mobilisent aussi pour dire non, semble-t-il. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain et bonne soirée.